Mesdames, Messieurs, bonjour. Les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont manifesté cette nuit pour réclamer principalement le paiement de leur bourse. Ils ont eu à bloquer la circulation sur la RN2 pendant de longues heures, 48 heures sans cours et 96 heures sans présenter de ticket au restaurant. C'est le mot d'ordre qu'ils ont décrété. Saint-Louis, Momar Alisnia. 48 heures de grève pédagogique et 96 heures de journée sans ticket, tel est le mot d'ordre décrété par la coordination des étudiants de Saint-Louis suite à son assemblée générale tenue hier aux environs de 21 heures au sein du campus social. Par la suite, ces étudiants se sont rendus devant l'université, bloquant ainsi la circulation sur la route nationale numéro 2. Ils ont brûlé des pneus en guise de protestation contre le non-paiement des bourses, mais ils ont également fustigé avec force les ruptures d'approvisionnement de l'eau potable au sein du campus social et la non-disponibilité du Wi-Fi. C'est finalement aux environs d'1h du matin que les pensionnaires de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis ont décidé de regagner le campus, permettant ainsi aux nombreux voyageurs qui ont été bloqués sur la route nationale numéro 2 de continuer leur voyage vers le Fouta. Saint-Louis, Momar Alisnian, iRadio. Ce matin, les étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis étaient en assemblée générale. Au moins 5 bus de Dakar à Demdik ont fait l'objet de casser hier lors d'une manifestation de colère de militants politiques. Et aux dernières nouvelles, des individus ont été identifiés et arrêtés. Pour parer à toute éventualité, la société de transport a décidé de ne pas desservir certains axes de Dakar le temps que la situation soit rassurante. Et tout cela n'est pas sans conséquence sur la mobilité des usagers de Dakar Demdik. Le reportage d'El Haj Malik Sissé. À Grand Yoff, la circulation est très rythmée en cette matinée, mais pas l'ombre d'un bus de Dakar Demdik. La société a tout simplement suspendu l'ensemble de son réseau urbain jusqu'à nouvel ordre. Une décision motivée par le saccage de 5 bus lors des manifestations d'hier. Conséquence, c'est la souffrance chez les usagers qui ont subi les désagréments. C'est pas normal du tout. Parce que les bus nous appartiennent, nous, la population sénégalaise, surtout les pauvres, les non-nantis. C'est nous qui prenons les bus, c'est nos enfants qui vont à l'école, c'est nous qui allons dans nos bureaux, dans nos champs, dans nos ateliers de terre, de couture et autres. C'est pas du tout normal. Ces manifestations divisent déjà les habitants de ce quartier, fief de l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall. Ce qui s'est fait hier, c'est pousser la population à se révolter. Ils n'ont pas de lacrymogène, ils n'ont pas de matraque pour frapper. Ils n'ont que ces pierres-là. Mais ces pierres-là n'étaient pas pour nos bus quand même. Une situation que l'État pouvait éviter si le Conseil constitutionnel avait validé la candidature de leur mentor, estime-t-il. Parce que Khalifa Sall, on ne peut pas inculper gratuitement Khalifa Sall. Il n'a rien fait. On lui a privé tous ses droits civiques et politiques. Grand Yoff, les usagers des bus de Dakar Demdik n'ont que leurs yeux pour pleurer en attendant la reprise du trafic. El Haj Malik Sissé, les manifestations de colère des pro-Khalifa Sall et pro-Karim Wade hier ont causé beaucoup de désagréments aux automobilistes et aux populations. Des dégâts matériels ont été enregistrés, raison pour laquelle les populations, qui sont souvent les victimes, invitent les politiques à la non-violence. Awa Diop, reportage. Des jardins Sacré-Cœur à la route menant au siège du parti Tahaou Dakar, les restes de pneus brûlés, des cartouches de lacrymogènes, des cailloux et autres débris de verre témoignent de la violence des manifestations d'hier soir. À 100 mètres de la permanence du parti, une jeune dame dénonce les vitres de sa boutique qui ont été cassées par des manifestants. Ils ont cassé toutes mes vitres. Heureusement que ça ne coûte pas cher. Dieu merci, je n'ai pas été blessée. Tout ça pour de la politique, ça n'en vaut pas la peine. Non loin de cette boutique, le jeune Omar n'en revient toujours pas. Il avoue que des lacrymogènes ont atterri dans son domicile. Il invite les jeunes surtout au calme. Les manifestations nous ont causé beaucoup de dégâts. Les forces de l'ordre ont lancé un lacrymogène chez moi, alors que ma mère est asthmatique. Je suis rentré le soir et je n'arrivais pas à accéder chez moi. Les politiciens sont tous les mêmes. Les jeunes doivent être conscients. Sous le couvert de l'anonymat, cette jeune dame lance un appel aux jeunes. Pour elle, pas besoin de recourir à la violence pour se faire entendre. Rien n'en vaut la peine. Ils nous ont causé des dégâts
des cas matériels pour des futilités. Chacun doit attendre le jour du vote. La violence ne peut rien résoudre. À côté du quartier général de l'ancien maire de Dakar, les riverains ont subi de plein fouet la colère de ces partisans qui ont manifesté hier soir. Ces derniers plaident pour la force de l'argument à la place de l'argument de la force. Et après l'invalidation de la candidature de Khalifa Sall et de celle de Karim Wade, les leaders du Front de résistance nationale se retrouvent à l'instant au quartier général de Tahaou au Sénégal pour se pencher sur la situation. Invalidation de candidature justement à la présidentielle. On en reparle avec cette série d'erreurs relevées dans la presse du jour. Des signatures au-delà du nombre requis, des photocopies de chèques à la place d'une attestation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, question, nos politiques ignoreraient-ils les règles du jeu? Ousmane Gueye pose le débat. Mais pourquoi tant de bizarreries lors du dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle? Le camp de Malick Gakou reconnaît que son leader a remis plus de signatures que ce qui était demandé. Toutefois, pour le secrétaire politique national, ça ne veut pas dire que le grand parti ignore les textes. Docteur Berouba Guissé. Malick Gakou n'a pas été recalé parce qu'il a déposé beaucoup plus que ce qu'on a demandé, c'est-à-dire 67 000 et quelques qu'il a déposé. Ça, c'est une question qui a été traitée et dépassée. Le Conseil constitutionnel l'a accepté et c'est pourquoi on a traité son dossier et on a sorti des doublons. Les 8 888 qu'on a sortis, c'est parce que son dossier a été étudié par le Conseil constitutionnel. Alors, si son dossier n'était pas étudié, parce qu'il a déposé plus, on n'aurait pas à lui demander de régulariser les 8 888 doublons. Ignorance des textes, l'impression persiste et pour cause, le camp de Malick Gakou, tout comme d'autres, a annoncé un recours impossible contre les 7 sages. Docteur Berouba Guissé répond à ceux qui estiment que les politiciens veulent tromper le peuple. On ne trompe pas le peuple et on n'est pas du tout ignorant. Mais quand même, la loi nous permet, c'est une bataille juridique et une bataille politique. Si la loi nous permet de faire un recours, pourquoi ne pas faire ce recours-là? Parce que la loi nous le permet. C'est une bataille juridique, tout en sachant qu'on a peu de chances que le Conseil constitutionnel accepte cela. Mais c'est une occasion, c'est une bataille juridique qu'il faut mener. On va la mener jusqu'au bout. Et là, parallèlement, nous allons mener une bataille politique. Et nous sommes en train de la mener. Les recours annoncés vont-ils changer la donne? On verra bien. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. Midi, 10 minutes, les syndicats de la santé regroupés autour de Andegueusem ont levé leur mot d'ordre de grève après une vingtaine de plans d'action et suite à la rencontre avec le chef de l'État surtout. Une nouvelle qui plaît aux usagers de la santé victimes des nombreuses grèves dans le secteur. Ils sont soulagés. Le reportage de Falundong. 11h au centre de santé Nabil Chouker. Ici, les patients font la queue en attendant leur tour chez le médecin. La cinquantaine dépassée, le vieux Jim Konaté considère la levée du mot d'ordre de grève de Andegueusem comme une bouffée d'oxygène pour les patients. Je dis bravo et merci à Andegueusem de cette compréhension au nom de la population malade. C'est une bonne initiative. Le fait de reculer et d'aller vers le président de la République pour une entente parfaite. Ça vraiment, je salue l'initiative. Et merci aussi au président de la République et à l'ensemble de Andegueusem. En effet, c'est une bouffée d'oxygène pour la population parce que vous savez qu'au Sénégal, on est tous presque malades. Ouais. Et donc, si le président de la République, Andegueusem, trouve un terrain d'entente, et on ne peut que saluer vraiment cette situation. Assises en conclave dans le hall du centre de santé, des femmes du 3e âge discutent. Aïda Diouf, l'une d'elles, manifeste sa satisfaction. Elle appelle tout de même les autorités à plus de considération vis-à-vis des agents de santé. On est content de cette nouvelle parce que la santé n'a pas de prix. En tant que patient, c'est bien parce que les agents de la santé, il faut les mettre en avance. Andegueusem a levé son mot d'ordre de grève à la suite de sa rencontre avec le chef de l'État et les patients prient pour qu'une pareille situation ne se reproduise pas à l'avenir. La France se dit disposée à aider le Sénégal et le Mali dans la relance de la société Dakar-Bamako ferroviaire. C'est dans ce cadre d'ailleurs que le ministre français de la coopération et l'ambassadeur de la France à Dakar, accompagnés du directeur général de DBF, ont visité hier les ateliers de la société à Thiès. Ils pensent tous au plan d'urgence de sauvetage de Dakar-Bamako ferroviaire. Thiès, Isidore Alexandre Sen.
Les autorités sénégalaises et maliennes, à côté de celles françaises, entrent résolument dans la relance des chemins de fer entre Dakar et Bamako. Elles ont visité les différents ateliers de l'entreprise pour, disent-elles, mettre l'œil sur les urgences qui Billy Touré est l'administrateur général de Dakar Bamako Ferroviaire. Notre défi à nous, c'est d'abord de relancer les activités à travers le confortement de la voie, c'est-à-dire reprendre les tronçons défectueux et se munir d'une flotte de locomotives. Et en cela également faire l'option du contrat de location pour pouvoir reprendre les activités, le plan de sauvegarde d'urgence. Il n'occulte pas les ambitions de notre pays pour le développement des rails. Après, ça n'empêche pas que les ambitions du pays en matière de développement ferroviaire, vous les connaissez. Et je crois que c'est le lieu également de féliciter le chef de l'État. L'installation des chemins de fer au Sénégal et au Mali, c'est toute une histoire et ce passé va continuer dans le bon sens. La France s'engage encore à accompagner la dynamique. Jean-Baptiste Lemoyne, ministre français chargé de la coopération. En étant ici, dans les bureaux et les ateliers du Dakar Bamako ferroviaire, on retrouve quelque part un ADN. Le ferroviaire, il a une histoire, il a un présent. Et vous savez, la France, sous la présidence d'Emmanuel Macron, a fait le choix de se réengager de façon importante. Cela se traduit d'ailleurs dans nos budgets dès 2019 avec 1 milliard d'euros supplémentaires dédiés à des autorisations d'engagement sur le terrain du développement. La visite de l'ambassadeur de la France au Sénégal et du ministre Jean-Baptiste Lemoyne intervient dans un contexte un peu difficile pour les cheminots qui continuent de réclamer de meilleures conditions d'existence. Mais du côté de l'administration de DBF, la relance de l'entreprise reste un challenge qui devrait régler en grande partie les soucis des travailleurs. Isidore Alexandre Sen, Thiès, iRadio. Les pêcheurs de Mbour retrouvent le sourire après la période de pénurie d'essence moteur qui avait freiné leurs activités. Aujourd'hui, c'est le retour à la normale et fini toutes les difficultés vécues pendant 4 semaines. Reportage au quai de pêche de Mbour à Lioukan. Un grand soupir de soulagement des acteurs de la pêche qui s'activent au quai de pêche de Mbour. Après plus d'1 mois de pénurie d'essence de pirogue, le carburant est enfin disponible. Sur ce quai, il est aisé de comprendre que la situation est revenue à la normale du fait des nombreuses pirogues qui débarquent du poisson, tout le contraire il y a quelques jours. Atoumane Diène est membre du collectif des pêcheurs de Mbour. L'essence est enfin disponible, mais avant on a vécu le calvaire. Une pénurie d'essence n'a jamais atteint ce niveau. Djibi Sam nous parle du haut d'une charrette qui convoie une bonne quantité de poissons qu'il vient de déverser sur la plage. Ce pêcheur ne cache pas sa satisfaction. Il y a un moment on était dans de sérieuses difficultés du fait du manque de carburant. Mais maintenant ça appartient au passé. Les pêcheurs trouvés sur place confient que sur 30 pirogues, seuls 3 partaient en mer durant la période de pénurie d'essence. Mais les choses ont changé. À présent, les produits de mer ne manquent plus. Tous les pêcheurs ont repris les filets et les vendeurs de poissons s'en réjouissent. Ce marailleur surveille ses apprentis qui mettent dans des caisses une grosse quantité de poissons. Contrairement à d'autres, Dame estime que cette pénurie d'essence n'est nullement causée par le laxisme de nos gouvernants, mais plutôt par la convoitise dont fait l'objet cette activité de pêche. Actuellement, on a presque 3 voire 4 millions de pirogues. Les Mours, les Wolofs, les tout couleurs, toutes les ethnies ont une pirogue. Moi, je viens de Kaolack, mais quand je suis venu, j'ai trouvé que c'est une activité qui fait mon compte. Et je suis resté. Satisfaits de la fin de leur calvaire, les pêcheurs invitent les autorités à revoir à la baisse le prix de l'essence. Aliou Kanbour, iRadio. L'essence pirogue donc bien disponible à Mbour. Existe-t-il une concurrence entre le mobile money et le mobile banking? Les experts en la matière répondent par la négative. Ils parlent plutôt de partenariat entre les deux. Ils précisent en même temps que le mobile money présente des limites. Oumou Kalsoumba. Très souvent associés, pourtant, il y a une nette différence entre le mobile banking et le mobile money, d'après Famara Ibrahima Sissé, président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières actives. Oui, il y a une différence. Si vous prenez le mobile banking, permet aux populations de se rapprocher davantage de leur compte. Du mobile money, c'est-à-dire que le compte se trouve dans le portable. Une question qui revient
bien souvent, est-ce qu'il y a une concurrence entre le mobile banking et le mobile money? L'expert en monétique parle plutôt de partenariat. Maintenant, les banques, pour faire accéder leurs produits aux populations les plus démunies qui vivent dans des localités très éloignées, tissent des partenariats avec les fintech, avec les émetteurs de monnaie électronique. Alors, est-ce qu'il y a des limites? Si oui, lesquelles? Oui, il y a des limites parce qu'avec la criminalité financière, le principe de sécurisation de l'argent devient un problème parce que les faussaires s'adaptent à la technologie. Des limites dues aussi au manque de certaines applications relatives à l'épargne. Ce que vous faites, c'est tout simplement consommer. Malgré la forte présence d'institutions bancaires, l'inclusion financière reste un gros défi au Sénégal. Malgré ses limites, les experts s'accordent à dire que le mobile money est l'outil qu'il faut pour impulser l'inclusion financière au Sénégal. L'actualité internationale sur e-Radio. Bokar Alphakan, bonjour. Bonjour Antoine Diouf. Les juges de la Cour pénale internationale ont acquitté ce matin l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et ordonné sa libération immédiate. Tout à fait. La décision a été prise à l'unanimité. Elle concerne l'ensemble des charges retenues contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Les juges ordonnent aussi la mise en liberté immédiate des deux accusés. Alors, lorsque le président dit cela, la solennité de l'audience laisse place à une clameur avec des applaudissements et des embrassades, obligeant le juge à prononcer la fameuse phrase « Silence » ou « Je fais évacuer la salle ». Alors, pour un premier niveau d'analyse, nous sommes avec Fadi Al-Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale. Bonjour, monsieur Abdallah. Bonjour. Alors, les juges de la CPI viennent de prononcer l'acquittement et la libération immédiate de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Est-ce que les décisions de la CPI en la matière sont susceptibles de recours, d'appel, etc.? Oui, comme vous venez de le dire, aujourd'hui, la Chambre de première instance 1, à la majorité, a acquitté M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé de toutes les charges qui étaient portées contre eux, et a ordonné donc leur mise en liberté. Mais la décision sur l'acquittement peut faire l'objet d'un appel par le bureau du procureur une fois que la décision motivée sera déposée par écrit en temps voulu. La question de la mise en liberté elle-même également, le bureau du procureur peut demander à la Chambre pour des raisons exceptionnelles de maintenir M. Gbagbo et ou M. Blé Goudé en détention. Pour cette raison-là, il y aura une audience demain à 10h du matin, heure locale de La Haye, pendant laquelle la Chambre de première instance va entendre les parties et les participants sur la question de la mise en liberté. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de spécialistes et d'experts qui s'interrogent un peu sur le fonctionnement de la Cour pénale internationale après les libérations, les acquittements successifs de Kenyatta, de Bemba et aujourd'hui de Laurent Gbagbo. Quel est votre sentiment sur cette question? Est-ce qu'il y a un problème avec la CPI? Je pense que la question principale, c'est que il faut faire confiance à la justice. Les juges appliquent les règles de droit. Les juges examinent les éléments de preuve qui leur sont soumis. Il n'y a aucune considération d'ordre politique qui peut être prise en compte par les juges. Et lorsque des éléments constitutifs des charges, comme les charges sont portées par le procureur, ne sont pas démontrés suffisamment et adéquatement par les éléments de preuve, les personnes accusées doivent être acquittées. Maintenant, le système du statut de Rome permet donc une justice qui est tout à fait équitable, avec plusieurs degrés de juridiction, y compris la possibilité d'appel, afin de garantir que la vérité sera révélée et que, au cas où il y a des décisions qui pourraient être entaché d'erreur du point de vue de la défense ou du point de vue du procureur, il y a la possibilité d'interjeter appel devant 5 autres juges qui pourront décider sur le fond de l'affaire. Merci Fadi Al-Abdallah. Je rappelle que vous êtes porte-parole de la Cour pénale internationale. Alors Antoine, on vient d'entendre donc Fadi Al-Abdallah. La messe n'est pas encore dite, si je puis dire. Il reste une audience qui va avoir lieu demain.
à 10h et au cours de laquelle le bureau du procureur va présenter des éléments contre cet acquittement et cette libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Maintenant, on va essayer d'analyser un tout petit peu la décision rendue par la CPI il y a quelques heures maintenant, mais au niveau de la politique intérieure ivoirienne avec Yorodia, politologue. Bonjour Yorodia. Bonjour, professeur. La Cour pénale internationale vient d'acquitter Laurent Gbagbo et d'ordonner sa libération immédiate. Quelle lecture faites-vous de cette décision de la CPI? Et je pense qu'on peut en faire deux lectures. La première lecture, c'est que la CPI dit à la Côte d'Ivoire que la CPI refuse de faire une sorte de légitimation judiciaire, que la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Donc la CPI dit carrément que c'est un conflit politique, c'est un conflit électoral ivoirien qui a mal tourné, mais elle n'a aucune preuve que Gbagbo soit au centre des massacres qu'il y a eu lieu. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle une légitimation judiciaire. Le rapport de force politique a été favorable à Alassane Ouattara sur le terrain après 2012 avec l'aide de la France. Donc ils ont voulu que la FPI, la Côte d'Ivoire, faire une sorte de légitimation judiciaire, ce que la FPI aujourd'hui refuse, ce qui fait qu'on retourne à la même situation en Côte d'Ivoire en 2012. Mais par contre, il y a la deuxième lecture, c'est que il n'y a aucun risque que pour les prochaines élections contre la guerre civile, parce qu'aujourd'hui en Afrique, la peur a changé de camp. Ne serait-ce que pour ça, la CPI est très utile parce qu'aujourd'hui, c'est une sorte d'épée de Damoclès qui dit aux dirigeants africains en matière électorale, faites attention. C'est ça qui fait qu'au Kenya, la première élection, il y a eu des milliers de morts et que la deuxième élection, malgré cette électorale, les gens ont préféré la solution judiciaire à la guerre civile. On se rend compte aussi avec cette cour pénale-là qu'il y a un problème parce que Kenyatta lui-même a été acquitté lui aussi, Jean-Pierre Bemba, même chose. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il n'y a pas un problème sur les méthodes de la CPI? La Cour n'a pas de problème. Peut-être c'est le procureur qui a des problèmes. C'est le procureur qui a des problèmes. C'est le procureur qui est incapable d'instruire et d'apporter des preuves. Mais quelle que soit la situation de la CPI, moi je pense que la CPI est une très bonne chose parce que souvent ce qui se passe en Afrique ne se passe plus nulle part ailleurs. C'est pas normal qu'au Kenya, qu'après des élections, qu'il y ait des milliers de morts. C'est pas normal qu'en Côte d'Ivoire, qu'après des élections, qu'il y ait des milliers de morts. Maintenant que le procureur ou Madame la procureure soit incapable de preuves, ça c'est du droit. Mais cette épée de Damoclès qui concerne à dire aux dirigeants africains en matière électorale, faites attention, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui qu'on a pu avoir des élections normales au Congo, qu'on a pu avoir des élections au Kenya et qu'en Côte d'Ivoire récemment qu'on ait pu avoir des élections sans qu'il y ait risque de massacre. Il faut rappeler que le stade de la CPI se substitue à des pays dont le système judiciaire est faillant. Si le système judiciaire fonctionne, la CPI n'a pas sa place. Maintenant, quand il y a des crimes, des milliers de morts, et que on pense que personne ne sera jugé pour ça, et là, je pense que la CPI peut intervenir, et ne serait-ce que pour ça, elle est encore très utile pendant encore quelques années pour les pays africains, ne serait-ce que parce qu'elle sert d'épée de Damoclès pour pousser les gens à ne pas franchir le Rubicon des massacres. Alors aujourd'hui, tout le monde a en tête la situation politique en Côte d'Ivoire. Donc avec cette libération, les cartes vont être rebattues pour la succession de Alassane Ouattara. Quelle est votre analyse aujourd'hui du jeu politique ivoirien? Je pense que le président Alassane Ouattara est dans une situation inconfortable, très inconfortable même. Ça veut dire que même avant la libération de Gbagbo, et puis il n'a pas pu gérer son héritage, trouver un dauphin pour qu'il puisse gagner la présidentielle en 2020 et à ses arrières. Mais aujourd'hui, Gbagbo complique la situation. Il se trouve dans une situation... maintenant, pour sauver son héritage et sauver ses arrières, peut-être il va tenter le coup du troisième mandat, ce qui à mon avis serait fort malheureux. Mais par contre, s'il ne tente pas du coup du troisième mandat, et puis il va apparaître comme une sorte de contradiction principale. Il risque aujourd'hui de fédérer Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo et puis éventuellement Guillaume Soro contre lui. Et à mon avis, si cette situation arrive, même s'il est candidat, ça va être compliqué. Mais s'il n'est pas candidat, le gars qu'il va présenter n'aura aucune chance devant pareille coalition. Yorodia, merci. Je rappelle que vous êtes politologue et spécialiste des relations internationales. Antoine. Et c'était le large focus sur l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI. On termine avec la RDC. La Cour constitutionnelle examine aujourd'hui le recours déposé par Martin Fayoulou qui conteste la victoire
de Félix Tshisekedi. Alors, la Cour constitutionnelle devrait soit confirmer ces résultats, soit demander un recomptage des bulletins, soit une dernière hypothèse peu probable, la réorganisation de ce scrutin. Alors, selon les résultats, Martin Fayulu a obtenu 34% des voix, des chiffres qu'il a vivement contestés, évoquant même un putsch électoral tout en revendiquant la victoire avec 61% des suffrages. De nombreuses réserves ont été également exprimées sur ces résultats, notamment l'Église catholique congolaise, qui a émis des doutes après avoir annoncé qu'elle connaissait le nom du vainqueur de la présidentielle. La communauté de développement d'Afrique australe, quant à elle, a appelé dimanche à un recomptage des voix. Donc la décision de la Cour constitutionnelle est très attendue aujourd'hui sur ce sujet. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de e-radio. Bonjour Seydina Abagé. Bonjour Antoine. Le football en ouverture de cette page des sports, Idrissa Gana Gueye de plus en plus proche du Paris Saint-Germain. L'international sénégalais est la priorité de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel au poste de sentinelle. Il faut dire Antoine que depuis la retraite sportive de Thiago Motta, le Paris Saint-Germain ne dispose plus d'un milieu défensif pur ni d'un récupérateur aussi actif qu'Idrissa Gana Gueye. Le recrutement de Lassana Diarra en janvier 2018 est un véritable flop car depuis son arrivée, l'international français a disputé peu de matchs à cause de blessures répétées et d'un rendement sportif peu satisfaisant. Avant lui, Benjamin Stambouli et Grégoire Krychowiak ont aussi eu du mal à s'imposer dans l'entrejeu du PSG. Pourtant, le club dispose de joueurs talentueux au milieu de terrain avec Verratti, Draxler ou encore Marquinhos. Ce dernier, d'ailleurs, défenseur de formation, dépanne au poste de sentinelle depuis le début de la saison. Enfin, le grand espoir du football français, Adrien Rabiot, est lui mis à l'écart par la direction du club pour avoir refusé de prolonger son contrat qui expire fin juin. Autant de raisons qui ont poussé le club de la capitale française à s'intéresser à l'international sénégalais Antoine. Donc Idrissa Gana Gueye ne devrait pas faire de la figuration au Paris Saint-Germain. Effectivement, l'international sénégalais devrait même être un des éléments clés du dispositif de Thomas Tuchel et ses statistiques parlent pour lui. Depuis son arrivée dans le championnat d'Angleterre, il est l'un des meilleurs dans son domaine. En 2 saisons et demie, il a réussi 238 tacles, 189 interceptions et 667 ballons récupérés. Ce qui fait dire à Alassane Ndour que Gana Gueye a le potentiel pour s'imposer au Paris Saint-Germain. L'ancien milieu de terrain de la sélection nationale du Sénégal estime même qu'Idrissa Gana Gueye peut faire mieux que ce qu'il est en train d'accomplir en ce moment. Écoutons Alassane Ndour au téléphone de Sékou Seydi. Il a une progression quand même assez ascendante parce que depuis son arrivée en Angleterre, il fait partie des joueurs les plus convoités, des joueurs sur son registre qui font beaucoup de records par rapport à la récupération, un peu comme N'Golo Kanté et tout ça. Donc un joueur qui commence à prendre la bouteille du métier dans le dispositif d'Everton, donc un titulaire indiscutable depuis son arrivée, ce qui est rare dans une équipe, surtout dans ce championnat anglais qui est l'un des championnats les plus difficiles. Il est convoitisé par l'un des meilleurs clubs du monde, le Paris Saint-Germain. Je pense qu'il le mérite parce que c'est quelqu'un de humainement très bien. Et puis footballistiquement, c'est quelqu'un de très disponible sur un terrain avec son registre qui est un milieu relayeur qui ratisse beaucoup, qui intercepte beaucoup et qui toujours le premier ballon, la première passe qui passe toujours vers l'avant. Moi, je trouve qu'il a quand même beaucoup progressé. Lutte avec frappe, le combat Modulo Balla Gaye de dimanche dernier continue sur le terrain commercial. Effectivement Antoine, les vendeurs de produits dérivés profitent pleinement de la victoire de Balla Gaye 2. Ils ont confectionné des articles à l'effigie du lion de Guédiawaye pour booster leurs recettes. C'est en substance ce que nous fait savoir Boudal Ndiaye dans ce reportage. Après la victoire de Balla Gaye 2 sur Modulo, les vendeurs de t-shirts se frottent bien les mains. Modou vend des t-shirts et des photos de Balla Gaye 2. Pour lui, les choses vont très bien. Ces bonnets coûtent 1600 francs. Il est marqué dessus Balla 2-0. Les prix des t-shirts varient entre 1500 et 2000 francs. Ça marche bien. Balla est un grand lutteur. Ces vendeurs de t-shirts et de photos en profitent bien pendant les événements, nous dit ce jeune homme. Les gens achètent bien des t-shirts, surtout après le combat. Ils avaient des doutes avant le combat, mais maintenant, ça marche bien. On gagne beaucoup d'argent. La lutte est devenue maintenant un sport où tout le monde se retrouve. Lutteurs, spectateurs
et vendeurs y trouvent leur compte. Boudal Ndiaye, banlieue dakaroise, iRadio. La marche de la page de sport s'arrête ici, Antoine, mais les Midi King continue avec vous. Merci, Seydina Abagui. L'info en continu sur www.imedia.sn. Les fake news se multiplient en cette période de pré-campagne au Sénégal. La dernière en date fait état d'un collectif de chefs religieux à Touba qui aurait demandé l'invalidation de la candidature d'Ousmane Sonko. Nous avons vérifié et il s'avère que tout est faux. C'est l'objet de la chronique fact-checking signée Moussa Ngom. En marge de cette rencontre à laquelle a assisté une grande partie de la population de Touba, les chefs religieux, après avoir constaté les faits graves de corruption, demandent l'invalidation de la candidature d'Ousmane Sonko. C'est un des passages phares du compte rendu de cette supposée conférence de presse signée à l'origine par Senpresse.net, puis repris par plusieurs autres médias. Nous avons pu joindre au téléphone le média en question après déclinaison de notre sujet de vérification. Il nous a été promis une réponse qui ne nous est pas parvenue jusqu'à présent. Des correspondances ont été adressées par courriel à la rédaction, mais elles restent sans réponse également. Nous avons donc demandé à différents habitants, correspondants de médias et responsables sur place s'ils ont eu connaissance de la tenue de cette conférence de presse. Non, d'après les réponses reçues, Mohamed Jodiop de GFM nous a indiqué qu'il n'y a pas été convié et n'a aucune idée de la tenue de pareilles rencontres à Touba Mosquée, comme l'indique l'article en question. Le chargé de communication de la commission Moukhadamatul Khidma, chargé de la gestion de la grande mosquée de Touba, Mahtar Khan, a également abondé dans le même sens. Mormbey Sissé, le correspondant local du quotidien Source A, précise cependant qu'un collectif des chefs religieux républicains existe bel et bien et il est dirigé par Serigne Modou Mbacké Bara Dolly du parti APR. Toutefois, le correspondant indique qu'il n'a pas convoqué de conférence de presse et a passé le week-end au village de Doyoli dans le département de Mbacké pour les besoins d'un magal annuel dont il a assuré la couverture pour Source A. Pour toute autre information à vérifier, envoyez-nous un message à l'adresse rédaction.radio@imedia.sn. L'autre info aujourd'hui, c'est sur les marchés hebdomadaires à Kaolack. Ils sont en train de concurrencer les marchés classiques ou traditionnels et cela fait jaser les commerçants qui semblent déplorer cet état de fait. Ousmane Dem. Jadis connu pour son ambiance, l'angle paille-paille de la rue Caniveau de Gaulle du marché central de Kaolack n'attire plus de clients. Pourtant, avant cette période de vaches maigres, les choses marchaient bien. Moustapha Dione est le responsable des commerçants de cet endroit. Notre travail marchait très bien à l'époque, même si les marchandises n'étaient pas de bonne qualité, contrairement à nos jours. Mais malgré tout cela, on tirait bien notre épingle du jeu. À cette époque, la vie était moins chère. Ce n'est pas faute d'avoir des marchandises de bonne qualité que la situation a changé. Ces vendeurs de prêt-à-porter font face à une rude concurrence avec les acteurs des marchés hebdomadaires. L'existence des marchés hebdomadaires n'est pas sans conséquences sur nos activités. Auparavant, les clients venaient de partout pour faire leur achat. Mais avec l'avènement de ces marchés hebdomadaires, il est très difficile de voir l'ombre de ces clients qui préfèrent se rendre au marché hebdomadaire le plus proche pour se ravitailler. En plus de cette concurrence, les commerçants de la rue Caniveau de Gaulle du marché central de Kaolack font face à la cherté de l'électricité et de la taxe municipale. Dans cet endroit, tout commerçant qui détient une cantine paie les taxes municipales et l'électricité. Au niveau des marchés hebdomadaires, tel n'est pas le cas. Compte tenu de nos charges, nous sommes obligés de vendre plus cher. De nos jours, les marchés hebdomadaires existent presque dans tout le pays. Ce que beaucoup de personnes voudraient savoir, c'est leur impact sur notre économie nationale. Ousmane Dem, Kaolack, iRadio. La suite du journal, c'est dans un instant. GD16 vous offre la revue de presse. La presse du jour passée en revue par Ousmane Gueye.
Khalifa Ababakar Sall, Karim Meïssa Wade hors course pour le 24 février. Sud Quotidien n'a pas attendu la fin des 48 heures pour constater la disqualification définitive des deux cas de la présidentielle. L'heure n'est plus donc au calcul mais aux analyses et commentaires. Tout s'est passé comme si c'était un film dont le scénario était écrit d'avance, réagit Momar Diong dans les colonnes de Sud Quotidien. Selon lui, le Conseil constitutionnel a manifesté une réelle volonté comme s'il agissait sous la dictée de quelqu'un. La preuve, explique l'analyste politique, dès la première fourchette, 19 candidats à la candidature ont été éliminés. Le confrère fait-il allusion à cette sortie du Premier ministre lorsqu'il annonçait qu'il n'y aurait pas plus de 5 candidats. Cette déclaration figure en tous les cas à la une de Le Témoin, selon qui les 7 sages confirment le prophète Mohammed. La prophétie s'est donc réalisée, s'exclame le journal, non sans s'intéresser aux réactions dans les deux camps. Karim Wade, pour sa part, se veut clair, la bataille juridique et politique ne fait que commencer. Le fils d'Abdoulaye Wade, absent du pays, c'est le PDS qui se charge de porter le combat sur le terrain pour le moment. Pape Saher Gueye promet que la riposte va se faire pour combattre ce qu'il appelle une forfaiture. Mais que ce soit chez les libéraux ou chez les socialistes, la riposte n'a-t-elle pas déjà commencé? Les Échos fait état de rudes affrontements entre policiers et jeunes khalifistes à Sacré-Cœur où des pneus brûlés et du gaz lacrymogène ont tempesté l'atmosphère. Sur cette élimination provisoire des candidats de Taxawu Sénégal et du PDS, les explications des 7 sages dans la tribune. Au libéral, il est reproché sa radiation des listes électorales sur la base de la condamnation par la CREI. Pour ce qui est de l'ex-maire de Dakar, la haute juridiction invoque l'arrêt du 3 janvier dernier rendu par la Cour suprême. Ce texte qui rejette les demandes de Khalifa Ababakar Sall entraîne l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel qui acquiert l'autorité de la chose jugée, écrivent les confrères reprenant les motifs des 7 sages. La presse du jour, en plus des motifs, livre aussi les coulisses. Les coulisses des délibérations, comme le titre enquête à sa une. En ce qui concerne Malick Gakou, le leader du grand parti a déposé 67 842 parrains au lieu de 66 822, soit un surplus de 1022, là où Serigne Mansour Sy Djamil a déposé la photocopie d'un chèque à la place d'une attestation du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. À propos des 22 dossiers rejetés et des griefs reprochés à tous ces candidats, reportez-vous aux pages 4 et 5 de Libération. Libération qui s'intéresse au lancement de ce que l'AS a appelé le train de la présidentielle, mais dont l'exploitation n'est pas pour tout de suite. Elle devrait démarrer dans 6 mois, informe Enquête. Dans 6 mois, un chantier donc inachevé, pointe la tribune qui revient sur la mobilisation d'hier des autorités et des populations. Les populations, justement, elles sont appelées à faire preuve de beaucoup de prudence. Le courant du train express régional est trop fort, 25 000 volts. On ne peut pas s'amuser avec un tel dispositif, avertit le chef de l'État à la page 6 de Le Témoin. En sport, le choc Balla Gaye 2, Modulo qui n'en finit pas. Je voulais démontrer à mon adversaire que je suis le plus fort. Le lion de Guédiawaye bande ainsi les muscles dans les Échos. De son côté, Sunu Lamb annonce que l'enfant des Parcelles Assainies, humilié dimanche, va pouvoir se consoler avec ce combat contre Eumeu Sène qui devrait se dérouler, si tout va bien, en juillet. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. Non-paiement des bourses à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Les étudiants ont bloqué cette nuit la route nationale numéro 2. 48 heures sans cours et 96 heures sans présenter de ticket au restaurant. C'est le mot d'ordre qu'ils ont décrété. Casse des 5 bus de Dakar à Demdik, des individus seraient identifiés et arrêtés. Et pour éviter d'autres désagréments, certains axes de la capitale ne sont pas desservis aujourd'hui. Les conséquences se font sentir chez les usagers de la société des 3D. Relance de la société Dakar-Bamako ferroviaire. La France s'engage aux côtés du Sénégal et du Mali. Paris compte mettre à la disposition des 2 États une enveloppe financière pour les soutenir. Levée du mot d'ordre de grève des syndicats de la santé, les usagers des structures sanitaires qui ont beaucoup souffert du mouvement ont poussé donc un ouf de soulagement. Et puis, Laurent Gbagbo, acquitté par la Cour pénale internationale après 7 ans d'emprisonnement, mais le bureau du procureur entend faire appel. Nous avons fait un focus sur la libération de l'ancien président ivoirien dans la page internationale. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique Insensec. Réalisation Mohamed Kandji à la vidéo Colo. 13h, vous aurez rendez-vous avec Hassan Top.
Tout de suite, c'est Salimto. Il y aura après 2h19 avec Migi Maram Ndiaye et puis Galgat Hibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.